Si on m'avait dit quand j'ai commencé à utiliser à nouveau mon vélo pour me déplacer tous les jours que moins de 2 ans après je partirais faire un voyage de plus de 1300 km, toujours à vélo avec une vingtaine de kilos de bagages, je pense que je l'aurais pas cru. Et pourtant c'est ce que j'ai fait cet été. T'as peut-être déjà vu les vidéos où je raconte ce périple du coup au Danemark et aux Pays-Bas, et suite à ces vidéos j'ai eu pas mal de questions sur justement comment j'ai préparé ce voyage, comment ça s'est passé sur place. Et ça va être le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te raconter un peu comment je me suis préparé, les choses auxquelles il faut penser, la manière dont je me suis organisé, comment ça s'est aussi un peu passé sur place, de façon à ce que peut-être si toi aussi tu te dis que tu essaierais bien de partir quelques jours, peut-être quelques semaines, faire un voyage à vélo ou même plus simplement des vacances, voilà, donner quelques petites pistes, des choses auxquelles penser avant de partir ou dans la préparation, et tu vas voir que finalement c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pourrait imaginer de voyager à vélo. Alors je vais essayer de faire ça dans un ordre un peu logique en commençant par la préparation, et puis on parlera aussi du matériel que j'ai emporté, comment je m'en suis servi sur place, les trucs qui m'ont été utiles, qui m'ont pas été utiles, et puis comme j'ai beaucoup filmé, je te parlerai aussi un peu de mon matériel vidéo sur la fin. Au niveau de la préparation, c'est un voyage, j'ai commencé à y réfléchir un peu sérieusement au mois de février. À savoir qu'à ce moment-là, on parlait déjà coronavirus, mais on parlait pas du tout de confinement, on parlait pas du tout de restrictions de voyage. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai eu très peur parce que le Danemark où je devais aller avait fermé ses frontières jusqu'à la fin du mois de juin, et on y reviendra un peu après, mais pour rentrer dans le pays, c'était un peu plus compliqué que juste y rentrer comme ça. Mais bon, toujours est-il que j'avais donc commencé à faire mon tracé, et donc le but c'était de partir de Copenhague et de rentrer jusqu'à Lille avec un petit saut en train en Allemagne pour gagner un peu de temps. Du coup, pour préparer mon itinéraire, je suis pas allé chercher très loin. En fait, je suis allé sur le site Berouter et j'ai suivi bêtement l'Eurovélo 7 et l'Eurovélo 10 qui sont aussi au Danemark des nationales, c'est les routes nationales, les véloroutes nationales 8 et 9. Le gros avantage d'avoir fait ça, c'est que sur place, en fait, il y a des panneaux aux intersections, les routes sont balisées, et donc au moins on est sûr de pas forcément se perdre, hein. À chaque fois on va retrouver des panneaux. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très prévoyant, c'est-à-dire que je trace à l'avance mon itinéraire quasiment au virage près. Donc, comme tu peux voir sur Berouter, j'avais fait mon tracé complet. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce tracé et je l'ai basculé sur un autre site, sur une autre plateforme qui s'appelle Komoot, que tu connais sûrement. L'avantage aussi de Komoot, c'est que ça permet de trouver des points d'intérêt. Quand on va sur la carte, en fait, les autres utilisateurs peuvent indiquer des endroits en disant là il y a une piste cyclable qui est sympa, là il y a un tracé en dehors de la route qui peut être utilisé, où on peut passer à vélo, et ça permet de refaire un petit peu son itinéraire et de le modifier éventuellement pour trouver des endroits qui soient jolis à visiter. Et il y a une autre raison pour laquelle j'ai vraiment fait des itinéraires à la journée, c'est que comme je te le disais, en fait à cause du Covid, le Danemark exigeait pour pouvoir rentrer dans le pays d'avoir réservé des nuits d'hôtel ou des nuits de camping, au minimum 6 nuits en fait pour pouvoir rentrer dans le pays, et du coup ça m'avait obligé à faire des réservations dans des campings sur mon itinéraire, et donc forcément j'étais un peu bloqué au niveau de ma progression, ce qui explique aussi que j'avais vraiment découpé complètement mon itinéraire pour tenir le calendrier par rapport aux réservations de camping que j'avais été obligé de faire. Alors à propos de mon voyage jusqu'à Copenhague, en fait au début je devais y aller en bus avec Flixbus, c'était très pratique parce que Flixbus accepte les vélos, ils ont des porte-vélos sur les bus, et ça me faisait un voyage d'un peu moins de 24 heures depuis Lille, donc c'était très pratique, sauf que Covid oblige, Flixbus en fait a annulé mes billets 3 jours avant le voyage, et du coup je me suis retrouvé un peu coincé, du coup j'avais plus que le train finalement pour
pour aller jusqu'à Copenhague, avec la difficulté que je pouvais pas démonter mon vélo parce que j'avais beaucoup trop de bagages et je voulais pas me trimballer une housse. Et du coup, il fallait que je trouve un moyen d'aller jusqu'à Copenhague en utilisant que des trains locaux. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par trouver un itinéraire de façon un peu miraculeuse en fouillant plusieurs sites, Trainline, la SNCB et l'excellent site de la Deutsche Bahn qu'il faut absolument utiliser quand on veut voyager avec un vélo. Itinéraire complètement improbable, c'est-à-dire que j'avais 6 changements entre Lille et Copenhague pour pouvoir y aller en train. Mais le gros avantage, c'est que je pouvais le faire sur une journée. Je partais à 6h du matin de Lille et j'arrivais à 22h à Copenhague. Une autre difficulté que j'ai rencontrée par rapport au billet de train, c'est qu'en Allemagne, quand on veut voyager avec son vélo non démonté, on est obligé de réserver un ticket spécial pour le vélo. Or, ce ticket, pour l'avoir, on est obligé d'aller le retirer à une gare ou à un guichet. Et moi, forcément, étant en France, je ne pouvais pas le faire. Du coup, j'ai trouvé une solution. En fait, j'ai appelé le service client de la Deutsche Bahn. Je suis tombé sur quelqu'un qui parlait anglais. Et pendant une demi-heure, en fait, je lui ai expliqué ma situation, que je voulais être sûr d'avoir des réservations pour mon vélo pour pas me retrouver coincé dans une gare en Allemagne sans pouvoir prendre le train au cas où il y avait du monde. Et en fait, la personne m'a fait les réservations à distance. J'ai payé en fait avec ma carte par téléphone. Et ensuite, j'avais juste, une fois arrivé en Allemagne, dans la première gare où je pouvais aller en Allemagne, à aller à une borne et à récupérer en fait les tickets pour me permettre de voyager avec mon vélo. Donc sachez-le, le service client de la Deutsche Bahn par téléphone est hyper efficace et je vous recommande vraiment de l'utiliser si vous devez voyager en Allemagne avec un vélo et que vous ne pouvez pas récupérer, vous ne pouvez pas réserver de place pour votre vélo. Et enfin, une dernière petite astuce, si jamais vous devez passer par Bruxelles Midi pendant votre voyage, regardez si les trains que vous empruntez ne passent pas aussi par la gare de Bruxelles Nord. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus petite, et ça c'est un vélo-taffeur belge sur Twitter, c'est Armin qui m'a expliqué ça, et effectivement, gros coup de bol, c'est-à-dire que le train que je devais prendre à Bruxelles Midi, je devais remonter 6 quais dans la gare pour pouvoir le rejoindre, alors qu'en fait les deux trains se retrouvaient à Bruxelles Nord juste après, et ils étaient sur le même quai, donc j'ai eu juste à descendre d'un train, traverser le quai et à monter dans le train suivant pour continuer mon voyage, donc ça m'a fait quand même gagner pas mal de temps et j'étais beaucoup plus serein. Alors maintenant, on va attaquer la plus grosse partie sûrement de cette vidéo. Je vais te parler du matériel que j'ai utilisé. Alors d'abord en commençant par le matériel que j'avais déjà avant de penser à faire ce voyage. Alors la première chose évidemment, c'est mon vélo, hein. C'est un Triban RC 520, Henri de son prénom. Que j'avais évidemment. Ce que j'avais aussi, voilà, c'est le porte-bagages arrière que j'ai d'habitude sur mon VTT qui me sert pour aller faire mes courses. J'avais déjà 2 sacoches, celle-là c'est donc une Vodé cycle 28, donc de 28 litres. Deuxième sacoche, c'est une Basil Miles de 17 litres qui me servait surtout pour le vélo taf, qui me sert un peu moins maintenant. Et j'avais aussi déjà une sacoche de cadre Between toute bête qui fait support de téléphone et avec 2 poches assez pratiques pour pouvoir mettre des choses dedans, voilà, qui s'accrochent sur le haut du cadre. Et après pour tout ce qui est accessoires que j'avais déjà, il y avait évidemment les bidons, j'avais déjà un camelback qui me servait de réserve d'eau, mon GPS, des gamelles en aluminium, mon matériel de réparation, des phares, mon casque, des gants de vélo, un sous-pull, une veste de vélo, un maillot de vélo et puis mon cuissard que j'avais aussi déjà avant. Alors ensuite, le matériel que j'avais pas et que j'ai donc acheté en prévision du voyage, il y avait tout d'abord une roue avant avec une dynamo, on y reviendra un peu après, un transformateur USB pour pouvoir recharger les appareils électroniques, un réchaud et une cartouche de gaz, un infuseur à café, très important si on n'aime pas le café lyophilisé comme moi, c'est assez pratique comme petit truc, j'ai trouvé ça chez Nature et Découverte, voilà, je fais un peu de pub. Des petits sacs de séparation pour ranger les affaires, ça c'est Decathlon qui vendait ça. J'en avais un pour la cuisine et un pour ranger le matériel électrique, ça permet d'être un peu plus ordonné dans les sacoches. Un transformateur pour les prises électriques dans les campings, une rallonge électrique, des sacs sous vide, c'est vachement pratique aussi ça pour ranger les vêtements dans les sacoches et gagner de la place,
un polo en mérinos qui me permettait d'avoir autre chose que mon maillot de cycliste pour pédaler, ou bien les jours où j'allais visiter les villes pour être un peu plus habillé. Et puis quand on fait du vélo, c'est un truc qui est pratique puisque c'est respirant et ça permet de tenir chaud aussi un peu. Un pantalon qui se transforme en short avec le bas qui est relié avec des fermetures éclairs et donc on peut retirer, ça permet de gagner de la place et éventuellement s'il fait un peu frais d'avoir quelque chose qui permet de se couvrir les jambes. Et après j'ai renouvelé aussi mon matériel de camping qui n'était pas forcément adapté au voyage à vélo et donc j'ai racheté une tente ultra légère 2 places, un duvet, un tapis de sol et un oreiller gonflable, mais bon, sachant que je m'en sers pour faire du camping aussi à côté, donc je les ai pas forcément rachetés juste pour le voyage puisque ça me sert un peu plus que ça. Et le dernier truc aussi, ce sont des prolongateurs, et ça c'est pareil, j'y reviendrai un peu plus tard. Et ensuite on m'a aussi prêté un peu de matériel, notamment le porte-bagages avant qui m'a été prêté par un collègue cycliste de Lille, FishOnWeb sur Twitter. Un immense merci parce que ça m'a vraiment aidé pour bien équilibrer le poids des sacoches entre l'avant et l'arrière du vélo. Voilà, donc un porte-bagages avant Blackburn et aussi des sacoches à l'arrière toutes bêtes qui m'ont été prêtées par mes parents pour le voyage. Voilà, avec la sacoche du dessus qui est très pratique parce qu'elle est très grande et c'est là où je stockais notamment la nourriture. Au niveau équipement du vélo en tant que tel, donc la première chose c'est, je l'avais équipé avec les garde-boue que j'ai toujours dessus, qui sont des garde-boue SKS en aluminium que j'aime beaucoup, parce qu'ils sont très jolis, je trouve qu'ils vont très très bien sur ce vélo. Ils n'ont pas beaucoup servi pendant le voyage, mais bon, au moins je les avais. Les pneus, pour ceux que ça intéresse, ce sont des Hutchinson Override de 35 mm. La roue à dynamo, alors la dynamo c'est une Shimano DH3D30 et je me rends compte qu'elle est très sale sur cette image, c'est impressionnant, pourtant elle était rangée, elle n'a pas beaucoup roulé. Et donc elle est reliée avec un fil jusqu'au transformateur Bush & Muller USB Verk, voilà, que j'avais caché sous ma sacoche de cadre. Alors là le fil était mieux accroché le long de la fourche, là je l'avais juste remonté pour tourner les images, mais il était fixé avec des serflex évidemment. Ensuite du coup les prolongateurs, donc c'est des prolongateurs de triathlon de chez Decathlon qui sont complètement réglables en profondeur, en largeur, en hauteur, on peut absolument tout ajuster. Et aussi mon GPS, donc c'est un Garmin Edge Explore qui a une autonomie assez correcte mais qu'on peut aussi brancher directement sur la dynamo USB pour continuer à l'alimenter pendant qu'on s'en sert. Il faut savoir que du coup au total en termes de chargement j'avais entre 16 et 18 kg de bagages en fonction de la quantité de nourriture que je transportais, donc en fonction des jours. Alors tu vas peut-être te dire que ça fait beaucoup de kilos de bagages pour un voyage de 2 semaines et demie, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on va passer à la partie suivante, c'est-à-dire les choses qui m'ont manqué, les choses qui m'ont pas servi et les choses que j'ai beaucoup utilisées et auxquelles je te recommande de penser si jamais tu prévois un voyage à vélo. En fait, il y a un seul truc qui m'a manqué pendant mes 2 semaines et demie de voyage, c'est ça. C'est un transformateur électrique et du coup j'ai fini par l'acheter dans un camping. Pourquoi? Parce que en fait dans les campings, notamment aux Pays-Bas, en fait toutes les prises électriques sur les emplacements sont des prises de type européen comme ça. Et du coup il faut un convertisseur comme ça pour avoir de l'autre côté une prise normale en fait pour pouvoir brancher une rallonge ou un adaptateur ou un chargeur dessus. Et donc ça m'évitait en fait de devoir laisser mes appareils à recharger dans un espace commun ou dans la salle de bain ou dans la cuisine commune. Avec ça au moins je pouvais le brancher sur les prises de courant qu'il y avait sur les emplacements, tirer la rallonge jusque dans ma tente et au moins comme ça j'étais tranquille. Donc en fait c'est le seul truc que j'ai dû acheter dans un camping et qui m'a vraiment manqué avant de partir et que je vous recommande de prendre si jamais vous allez un jour aux Pays-Bas. Alors la première chose que j'ai pas utilisée pendant mon voyage et que j'ai emmené avec moi et je regrette beaucoup, c'est ça.
mon antivol. Alors j'ai utilisé mon antivol quand j'étais pendant le voyage évidemment. Ce que je veux dire c'est que quand on est en fait au Danemark ou aux Pays-Bas, c'est pas la peine d'emmener un antivol monstrueux comme ça parce que là-bas en fait il n'y a quasiment pas de point fixe pour attacher son vélo. Ou quand c'est des points fixes, et ce sont des pinces-roues. Donc évidemment ça sert à rien. Et d'une manière générale, en fait, au bout de quelques jours, on se rend vite compte que en fait, quasiment personne n'attache son vélo là-bas. Et que donc un simple antivol de cadre sur la roue arrière suffit amplement, notamment quand on va faire ses courses et qu'on laisse son vélo à l'entrée du magasin. C'est pas la peine de se trimballer un gros antivol comme ça. Voilà, moi dans les campings, j'attachais jamais mon vélo, quasiment jamais, sauf dans le gros camping où j'étais à Amsterdam et où il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de passages où là je l'attachais pendant la nuit, mais sinon le reste du temps, j'ai quasiment jamais attaché mon cadenas. Bon, j'avais que celui-là, donc je me servais de celui-là, mais sinon j'aurais fait autrement. Et d'ailleurs, j'avais même emmené avec moi le câble qui va avec pour pouvoir attacher les roues avec le cadenas. Et donc voilà, je me suis trimballé ça pendant 2 semaines et demie, alors que ça n'a servi quasiment à rien. Un autre truc que j'ai acheté et qui m'a pas énormément servi, c'est ça. C'est des petits cadenas en fait qui devaient me servir pour verrouiller en fait et fermer mes sacoches de vélo. Et puis au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Et donc en fait, quand j'allais faire mes courses dans les magasins, en fait, je prenais juste mon portefeuille. Je prenais une caméra que j'avais avec moi dans ma poche. Et en fait, tout le reste restait dans ma sacoche. Donc il y avait ma sacoche avec mon drone, avec la deuxième caméra, avec tout le matériel. Qui était pas fermé et n'importe qui aurait pu se servir dedans, mais on se rend compte en fait que on n'est pas du tout inquiet finalement dans ces 2 pays. Et donc voilà, donc j'avais pris ces petits cadenas et en fait ils m'ont pas du tout servi. Autre chose que j'ai emmené et qui m'a pas servi, une chambre à air de rechange. Pourquoi? Parce que, bon, c'est débile hein, de le dire comme ça, mais j'ai fait 1400 km quasiment, et j'ai pas eu une seule crevaison pendant ces 1400 km. Je suis très content de pouvoir le dire. Et du coup, j'ai emmené une chambre à air et qui finalement n'a servi à rien. Pareil, dans le genre objet que j'ai emmené et qui m'a pas servi parce que j'ai eu du bol, mon poncho. Voilà, j'ai quasiment pas eu de pluie pendant le voyage, donc il est resté sagement dans sa pochette. Bon, c'est toujours mieux d'en avoir un, on sait jamais, mais voilà, moi j'ai eu du bol, moi celui-là il m'a pas servi. Autre chose que j'avais emmené et qui est resté au fond de la sacoche, un gilet fluo. Alors oui, parce que d'une part effectivement j'ai pas eu besoin de rouler la nuit hors agglomération, sinon peut-être que je l'aurais mis, mais après d'une manière générale en fait les gens qui portent des gilets fluo au Danemark et aux Pays-Bas, c'est des touristes en fait. J'ai pas vu beaucoup de Danois ou de Hollandais avec des gilets. Même la nuit, pour ceux que j'ai pu croiser la nuit à vélo, parce que évidemment les infrastructures sont tellement sécurisées que porter un gilet ça sert strictement à rien. Donc voilà, je l'ai emmené au cas où, mais il se trouve que j'en ai pas eu besoin. Puisqu'on est dans le registre sécurité, autre chose qui m'a pas beaucoup servi pendant ce voyage, c'est mon casque. Je l'avais emmené quand même au cas où, et puis c'est un peu comme pour le gilet, c'est-à-dire qu'on se rend compte que 95% du temps on est sur des pistes cyclables, on est complètement séparés. Et donc on voit plus l'utilité de mettre un casque. Voilà, si vous avez vu des images de gens au Danemark ou aux Pays-Bas qui font du vélo, le casque est très peu utilisé et voilà, et moi je m'en suis à peine servi, peut-être un tout petit peu aux Pays-Bas à un moment donné où en fait il y avait du soleil et donc je m'en servais pas vraiment parce que c'était un casque, je m'en servais surtout pour protéger ma tête. Donc voilà. Il a passé la majeure partie du voyage dans la sacoche, mais en tout cas, il n'était pas sur ma tête. Et un dernier truc qui m'a pas servi, mais que je vous conseille d'emmener quand même, on sait jamais, c'est ça. Bêtement, un rouleau de scotch multi-usage, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un bout du porte-bagages qui casse, quelque chose à réparer, voilà, un petit rouleau de scotch comme ça. Moi, il n'a pas servi, donc tant mieux. Mais c'est tout bête, ça prend pas de place, ça se met dans les affaires, dans les outils de réparation. Et ça peut sauver de beaucoup de situations quand on est un peu perdu au milieu de nulle part avant d'arriver à la prochaine ville.
Un truc qui m'a vraiment beaucoup servi pendant ce voyage, c'est ça, ce sont les prolongateurs. C'est vraiment agréable en fait, parce que quand on va rouler toute la journée, ça permet de changer de position sur le vélo plus que juste avec les drops ou le cintre, et ça permet d'avoir une position qui est vraiment reposante, parce qu'on est sur les coudes, c'est le but des prolongateurs. C'est pas pour rien que les triathlètes utilisent, et franchement si tu as la possibilité d'en acheter et d'en installer sur ton vélo pour voyager, moi ça a été hyper confortable de les utiliser parce que ça permet de se reposer, d'avoir moins de prise au vent. C'est pas forcément pour aller plus vite, mais c'est juste que ça permet de gagner en efficacité et de moins se fatiguer. Et puis l'autre truc qui m'a beaucoup servi, c'est, je te l'ai montré tout à l'heure, c'est la dynamo, la roue avant. Surtout dans les premiers jours de voyage, parce que je faisais pas mal de nuits dans des espaces au Danemark qui existent où tu peux camper sans des espaces ouverts, mais où il n'y a pas forcément d'électricité. C'est vraiment l'accessoire indispensable pour moi quand on veut voyager à vélo et être un peu tranquille au niveau électricité. Alors bon, depuis tout à l'heure, je te parle d'acheter du matériel, je te parle de billets de train, mais je t'ai pas encore parlé de combien ça m'a coûté. C'est justement ce qu'on va voir maintenant, combien j'ai dû dépenser à peu près pour faire ce voyage. Et on va commencer d'abord avec le déplacement, c'est-à-dire les billets de train. Alors les billets pour faire Lille-Copenhague en train, ça m'a coûté un peu plus de 200 €. Alors faut juste savoir que j'ai pris les billets, comme je t'ai expliqué, juste avant de partir, je les ai pris 2 jours avant. Donc évidemment les prix étaient très élevés, et je pense que si je les avais pris plusieurs mois à l'avance, à mon avis j'aurais payé beaucoup moins que ça. Par comparaison, le trajet avec Flixbus pour faire Lille-Copenhague normalement devait me coûter 80 € seulement. Ensuite au niveau du matériel, donc j'ai eu plusieurs dépenses. Alors les prolongateurs eux m'ont coûté 40 €. La roue avec la dynamo, donc la roue montée entièrement, m'a coûté 80 €. Et le transformateur électrique, le transformateur USB m'a coûté lui aussi 80 €. Ensuite au niveau hébergement, alors à Copenhague, moi j'ai payé 2 nuits d'hôtel pour pouvoir prendre une journée et visiter la ville. Je m'en suis sorti pour une 50aine d'euros la nuit dans un hôtel 2 étoiles. On trouve des hôtels assez abordable, même dans le centre de Copenhague. Là j'étais juste à côté de la gare de Copenhague, en sachant que les hôtels souvent ont des parkings à vélo à l'intérieur. Là j'avais un parking sécurisé, c'était aussi un choix pour moi pour aller dans cet hôtel là. Et ensuite au niveau des campings, au Danemark il faut compter à peu près une quinzaine d'euros par nuit, en sachant que c'est donc le prix de l'emplacement, le prix par personne, et éventuellement le surcoût pour l'électricité, mais généralement ils font plus payer l'électricité pour les caravanes ou les camping-cars. Et moi j'avais souvent une espèce de tolérance à me brancher soit dans les cuisines ou dans les espaces communs pour recharger des téléphones ou les caméras. Il n'y a pas de souci, ils sont assez tolérants là-dessus. À savoir que au Danemark, comme tu l'as peut-être vu, il y a pas mal d'endroits, en fait, des sites de camping qui sont gratuits, ou alors il faut réserver, mais c'est vraiment quelques euros. Sur lesquels on peut s'installer. Alors parfois c'est des endroits qui sont complètement sauvages où il va rien avoir à part souvent juste un endroit pour faire du feu, et des fois il y a des endroits où on peut trouver de l'eau courante, où on peut trouver des toilettes. L'électricité c'est un peu plus rare, c'est souvent en haute saison, mais voilà, ça permet de vraiment faire des économies, parce que ça fait des nuits où on paye absolument rien pour l'hébergement, et souvent c'est dans des endroits qui sont un peu reculés, qui sont en pleine nature. Et c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture danoise, d'aller passer comme ça une nuit dans la nature sur ces terrains de camping ouverts. Et c'est vraiment un truc à faire si jamais vous allez voyager au Danemark, que vous êtes à vélo et que vous avez votre tente, c'est d'utiliser ces endroits-là. C'est très bien fait, c'est bien entretenu, et franchement c'est un super plan pour passer des nuits sans trop dépenser. En parlant de camping aux Pays-Bas, c'est un peu différent. Le camping aux Pays-Bas est vraiment pas cher, parce qu'évidemment les Hollandais ont la culture du camping. Moi ce que je vous conseille, c'est de chercher ce qu'ils appellent les Naturkampterrein. En fait c'est des petits campings, souvent c'est dans des fermes.
des espèces de petits campings chez l'habitant où il va y avoir quelques emplacements, ou même pas forcément d'emplacements balisés. Et en général, pour une personne avec un vélo et une tente, ça va coûter moins de 10 € la nuit, avec la douche et avec l'électricité. Donc c'est vraiment pas cher comme hébergement et c'est super convivial parce que voilà, il n'y a pas grand monde, on est tranquille, les gens sont super accueillants. Ça change vraiment des gros campings industriels. Il y a une fois où j'ai dû aller vraiment dans un gros camping où j'ai payé 20 € la nuit, mais c'était un camping classique. Et j'ai pas regretté parce qu'en plus il y avait une piscine dans ce camping là et c'était bien agréable parce qu'il faisait quand même pas mal chaud. Et donc pour savoir où s'arrêter pour camper quand on voyage à vélo aux Pays-Bas, il y a donc les Natur Campterrein dont je te parlais, et il y a aussi un autre site qui est très pratique, c'est Allefitzer Welcome, en fait qui répertorie tous les campings qui ont le label Fitzer Welcome, et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait ce sont des campings où on leur demande notamment de garder des emplacements sans réservation, destiné aux cyclo-voyageurs où comme ça on peut arriver en fait dans le camping sans avoir réservé à l'avance et on est sûr de toujours trouver de la place pour planter une tente dans un coin sans avoir forcément réservé. Et évidemment la dernière dépense principale c'est la bouffe, hein. Donc j'ai fait quelques restaurants parce que c'est les vacances, hein, donc on est là aussi pour se faire plaisir, mais généralement j'allais faire des courses dans des moyennes surfaces. On en trouve beaucoup dans les villes, il n'y a pas beaucoup de gros hypermarchés, mais voilà, on trouve ce qu'il faut. C'est un peu plus cher qu'en France quand on est au Danemark, mais vraiment les prix sont pas excessifs. Donc au niveau budget nourriture, comptez un peu la même chose que quand vous êtes en France pour vous en fait finalement. Alors au niveau matériel vidéo, j'avais d'abord évidemment mon Osmo Pocket qui me permettait de filmer à bout de bras. J'avais aussi accroché du coup sur le cintre du vélo donc mon Osmo Action avec une batterie de rechange, ce qui permettait de pouvoir changer. Ensuite, bien évidemment, le drone, avec du coup la télécommande et aussi un pack de batterie supplémentaire, ce qui me donnait en fait 1 heure d'autonomie complète avec le drone pour le faire voler. Et tout ce matériel en fait était rangé dans un sac compact où je pouvais avoir tout le matériel de drone à portée de main pour l'emmener où je voulais. J'avais pris aussi en plus une batterie 10 000 mAh supplémentaire. Et au niveau des cartes mémoire, j'avais donc une carte de 128 Go pour chaque caméra et le drone c'était une carte de 64 Go. Alors maintenant pour vider les cartes mémoire, en fait j'utilise ce petit truc là que j'ai acheté il y a un peu plus d'1 an. En fait c'est un lecteur de carte micro USB avec un port USB-C, ce qui fait que on peut en fait brancher la carte directement, brancher ça sur un téléphone portable, donc transférer les fichiers depuis la caméra sur le téléphone portable. Et une fois qu'on a fait ça, à partir du téléphone portable, on va utiliser un adaptateur en fait comme ça, qui permet de se brancher à nouveau sur le téléphone, d'avoir un port USB derrière, et du coup d'utiliser un disque dur externe. Donc on va venir brancher le disque dur dessus, voilà. Et ensuite on copie du téléphone portable sur le disque dur externe et ça permet en fait de sauvegarder les vidéos le soir quand on est arrivé au camping pendant qu'on est en train de s'occuper. Pour terminer cette vidéo, il reste une question à laquelle je veux répondre. C'est une question qu'on m'a pas mal posée pendant le voyage et qu'on m'a aussi posée après. C'est est-ce que voyager seul à vélo, c'est pas ennuyeux? En fait, moi je trouve qu'il y a pas mal d'avantages à voyager seul à vélo. L'avantage principal, c'est qu'évidemment, quand il faut décider quelque chose, ça va beaucoup plus vite. Si on est fatigué, on s'arrête. Si on est en forme et qu'on sent qu'on peut continuer, on peut continuer. Et on n'a pas l'impression, dans un sens ou dans l'autre, soit de freiner quelqu'un, ou soit de forcer quelqu'un à faire plus que ce qu'il voudrait alors qu'il a l'air fatigué. Moi, il y avait aussi quelque chose de très confortable, c'est que évidemment j'ai beaucoup filmé pendant ce voyage et ça m'arrivait parfois de m'arrêter une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à un endroit, de sortir le drone et puis d'attendre, d'avoir la belle lumière, d'avoir le plan correct, d'avoir les images comme je les voulais. Et forcément, quand on voyage à plusieurs, des fois on peut avoir l'impression un peu
gêner les gens s'ils sont pas trop dans ce trip là. Et puis moi il y a aussi autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça permet beaucoup d'introspection. Quand tu voyages pendant plusieurs semaines à vélo, tout seul, que tu pédales pendant plusieurs heures, que tu vas pas forcément croiser du monde tout le temps, tu réfléchis vite, tu réfléchis beaucoup, tu réfléchis sur toi, tu réfléchis sur plein de choses. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un moment comme ça, où pendant longtemps, je pouvais justement avoir cette réflexion pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, et moi je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié pendant ce voyage. Après il y a des inconvénients, c'est sûr, c'est que d'abord tu portes tout ton matériel, puisque tu peux pas te répartir des choses comme la tente ou le matériel de cuisine. En cas de problème, oui, effectivement, potentiellement t'es tout seul, bon, même si là, le Danemark et les Pays-Bas, c'est pas non plus comme si j'avais traversé un désert. Et puis l'autre inconvénient aussi, c'est que t'as pas forcément quelqu'un pour surveiller ton matériel quand tu vas poser ton vélo ou quand tu vas aller faire tes courses. Alors même si, comme je l'expliquais, au Danemark et aux Pays-Bas, on ne se sent pas du tout en insécurité. Et ça m'arrivait très souvent de laisser mon vélo et mes affaires sans aucune crainte à l'entrée du magasin quand j'allais faire des courses par exemple. En fait je peux pas vraiment répondre à la question parce que ça dépend vraiment du tempérament de chacun. Est-ce qu'on est capable de passer plusieurs jours, plusieurs semaines comme ça en étant un peu seul, ou est-ce que on va avoir besoin de faire le voyage avec d'autres personnes, de partager un peu ce qu'on vit. Là c'est à chacun de savoir ce qu'il préfère. Et voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo et puis aussi à la fin de cette série du coup sur mon voyage de cet été. J'espère que ça t'aura donné envie, si tu réfléchis à toi aussi faire un jour un voyage à vélo, à sauter le pas. Franchement c'est quelque chose à faire au moins une fois. Moi c'était mon premier gros voyage à vélo, je pense que ce sera pas le dernier. J'ai pas encore d'idée pour le prochain. Ça commence un peu à me trotter dans la tête, surtout en ce moment où on est tous enfermés. On verra ce que les mois qui arrivent nous réservent, et puis en attendant, moi je te dis à bientôt ici pour une prochaine vidéo. Salut!